L'arôme du jasmin flottait dans l'air tiède de l'après-midi sévillant lorsque je sentis ses mains glisser sur mes épaules, envoyant une décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Esperanza s'approcha par derrière alors que je contemplais la cour depuis mon balcon, ses doigts traçant des lignes invisibles sur ma peau exposée par la robe de lin blanc. « Carmen » murmura sa voix rauque à mon oreille. « Es-tu sûre que c'est vraiment ce que tu veux ?» Ses lèvres effleurèrent légèrement mon cou, provoquant un frisson qui me fit fermer les yeux involontairement. Le monde s'arrêta à cet instant. Il n'y avait plus qu'elle et moi, suspendus dans une bulle de désir interdit qui menaçait de faire éclater toute ma réalité soigneusement construite. Je me tournai lentement pour lui faire face, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux verts m'étudiaient avec une intensité qui me désarmait complètement. « Ton cadeau spécial » murmurai-je, sentant mes joues s'enflammer. « C'est ça ?» Sans répondre par des mots, ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui éveilla des sensations que je n'avais jamais ressenties. Pas, même dans mes fantasmes les plus secrets. Mais cela ne faisait qu'une heure. Maintenant, assise dans ma chambre tandis que les voix de ma famille emplissaient la maison des préparatifs du mariage, mon monde entier avait changé pour toujours. Salut, chers abonnés! Si cette histoire vous passionne autant qu'elle me passionne à l'écrire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu romantique. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous regardez, laissez-nous un commentaire. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, merci de la noter de 0 à 10 et de nous dire ce qui vous a le plus plu. Votre avis est très important pour nous. Je m'appelle Carmen Delgado, j'ai 26 ans, et dans 3 jours, je vais épouser Miguel Herrera à l'église de Santa Ana, ici à Triana. Depuis des mois, je me dis que je suis excitée, que j'ai de la chance d'avoir trouvé un homme si bon, si stable. Miguel est tout ce que mes parents ont toujours voulu pour moi. Responsable, travailleur, catholique fervent, issu d'une bonne famille. C'est le genre d'homme dont n'importe quelle femme andalouse serait fière de marcher vers l'autel. Alors, pourquoi est-ce que je ressens ce nœud constant dans l'estomac? Pourquoi, chaque soir, quand Miguel me dit au revoir en m'embrassant à la porte, ai-je l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel? Mes amis me disent que ce sont des nerfs normaux avant le mariage. Ma mère insiste sur le fait que l'amour véritable vient après le mariage, avec les enfants, avec la routine, partagée. Mais j'ai un secret que personne ne connaît. Au fond de mon armoire, caché sous des couvertures ayant appartenu à ma grand-mère, je garde un petit coffre en bois sculpté. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvent des lettres que j'écris depuis des années. Des lettres d'amour adressées à ma chérie, une personne imaginaire qui n'existe que dans mes pensées les plus intimes. Dans ces lettres, je suis courageuse. Je suis passionnée. J'écris sur des baisers qui embrasent l'âme, sur des caresses qui éveillent en chaque terminaison nerveuse, sur un amour qui consume et transforme. J'écris sur le fait de se réveiller dans les bras de quelqu'un qui comprend non seulement mon corps, mais chaque recoin de mon âme compliquée. Ce matin, alors que je pliais ma robe de mariée pour la énième fois, essayant de calmer mes nerfs pour ne pas froisser la soie importée, j'entendis la voix de ma mère depuis le rez-de-chaussée. « Carmen! Esperanza est arrivée! » Esperanza, la cousine de Miguel, venue de Madrid pour aider avec les derniers préparatifs. Je ne l'avais vue qu'en photo. Une femme aux cheveux noirs bouclés, aux yeux verts saisissants, au sourire promettant des secrets. Miguel m'avait prévenu avec affection qu'Esperanza était différente. Un esprit libre, disait-il, avec ce mélange d'admiration et d'inquiétude que les hommes réservent aux femmes qu'ils ne comprennent pas totalement. Je descendis les escaliers en lissant ma robe de lin jaune pâle, essayant d'avoir l'air de la fiancée parfaite que tout le monde attendait. Mais lorsque mes yeux croisèrent ceux d'Esperanza dans la cour, quelque chose changea fondamentalement en moi. Elle était plus belle que ce que les photos laissaient deviner. Ses cheveux noirs tombaient en vagues naturelles sur ses épaules bronzées, elle portait une blouse de coton blanc qui glissait légèrement d'une épaule, et ses longues jambes étaient enveloppées dans une jupe fleurie qui dansait à chacun de ses mouvements. Mais ce furent ses yeux qui me captivèrent complètement. Ses yeux verts me regardèrent comme s'ils pouvaient lire chaque pensée secrète, chaque désir refoulé, chaque mensonge que je m'étais raconté à moi-même. « Tu dois être Carmen », dit-elle, et sa voix avait une qualité rauque qui me donna la chair de poule. Elle s'approcha pour me donner le traditionnel baiser sur les 2 joues, mais lorsque ses lèvres effleurèrent ma peau, je ressentis une décharge électrique qui me laissa sans souffle. « Esperanza », murmurai-je, sentant mes joues s'enflammer. « Miguel m'a beaucoup parlé de toi. »« Vraiment ?» Ses yeux brillèrent d'une lueur espiègle. « J'espère qu'il a dit du bien. » Elle resta plus près que ne le voulait la bienséance, étudiant mon visage avec une intensité qui me donnait l'impression d'être nue. « Tu as des yeux tristes pour une future mariée. » Cette observation me frappa comme une gifle. Personne d'autre n'avait remarqué ce qu'elle avait vu en quelques secondes. « Non, je n'ai pas les yeux tristes, » balbutiai-je, touchant involontairement ma bague de fiançailles. « Je suis juste nerveuse pour le mariage. » « Bien sûr. »
murmura-t-elle, mais son sourire suggérait qu'elle ne me croyait pas. Les nerfs, c'est tout à fait normal. Ma mère apparut alors, s'essuyant les mains sur son tablier. Esperanza, ma chère, quel plaisir de t'avoir ici. Carmen, emmène Esperanza dans sa chambre pour qu'elle s'installe. Ensuite, vous pourrez m'aider avec les fleurs. Nous montâmes les escaliers en silence, mais j'étais intensément consciente de sa présence derrière moi. Le couloir menant à la chambre d'amis était décoré de photos de famille sur 3 générations. Esperanza s'arrêta devant une photo de moi à 12 ans, souriant avec des bagues dentaires et des couettes. « Tu étais adorable », commenta-t-elle doucement. Quelque chose dans son ton me fit me tourner pour la regarder. Il y avait une expression étrange sur son visage, comme si elle se souvenait de quelque chose de douloureux. « Est-ce qu'on se connaissait quand on était petite ?» demandai-je instinctivement. « Il y a quelque chose de familier en toi, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. » Ses yeux s'adoucirent un instant, mais elle retrouva rapidement son sourire énigmatique. « Séville est petite. Nos chemins se sont probablement croisés à une fête familiale. » Je lui montrai sa chambre, celle qui avait appartenu à ma tante Carmen, dont j'avais hérité le nom. C'était une pièce lumineuse avec des fenêtres donnant sur la cour intérieure, décorée de carreaux andalous et de meubles en bois sculptés à la main. « Parfaite, » murmura-t-elle, posant sa valise en cuir sur le lit. « Carmen, peut-on parler un instant ?» Ses yeux rencontrèrent les miens avec une gravité qui me surprit. « Ferme la porte. » J'obéis, ressentant une étrange anticipation dans la poitrine. Esperanza s'assit au bord du lit et m'invita à m'approcher. « Je veux te poser une question, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi, » dit-elle, prenant mes mains dans les siennes. Ses doigts étaient chauds, légèrement calleux de jouer de la guitare. « Est-ce que tu aimes Miguel ?» La question me laissa sans voix. Elle était si directe, si simple, mais si impossible à répondre. « Bien sûr que je l'aime, » répondis-je automatiquement. « Nous allons nous marier. » Ça ne répond pas à ma question. Son pouce traça de doux cercles sur le dos de ma main. « L'aimes-tu de la manière dont une femme devrait aimer l'homme avec qui elle partagera sa vie? Son toucher met-il le feu à ta peau? Ses baisers te laissent-ils sans souffle? As-tu l'impression que tu mourrais si tu devais vivre sans lui? » Chaque question était comme un coup de poignard dans mon cœur, car la réponse à toutes était non. Avec Miguel, je me sentais en sécurité, protégée, respectée. Mais je n'avais jamais ressenti de feu, jamais ressenti que je pourrais mourir de désir. « L'amour mature est différent, » murmurai-je, répétant les mots que ma mère m'avait dit 1000 fois. « Ce n'est pas comme dans les romans d'amour. » Qui t'a dit ce mensonge? Sa voix devint féroce, protectrice. « Carmen, as-tu déjà ressenti une passion véritable? As-tu déjà expérimenté ce que c'est de désirer quelqu'un au point que ça fait physiquement mal d'être séparé de cette personne? » Mes joues s'enflammèrent, car oui, je l'avais ressenti, mais seulement dans mes fantasmes, dans les lettres que j'écrivais à ma chérie imaginaire. Commençai-je, mais ma voix se brisa. Esperanza se rapprocha jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle chaud sur mon visage. « Carmen, je crois que tu mérites de découvrir ce qu'est le véritable désir avant de t'engager pour toute une vie. Et je crois que je peux t'y aider. » Mon cœur se mit à battre si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Que veux-tu dire? »« Je veux t'offrir un cadeau spécial, » murmura-t-elle, ses yeux verts m'hypnotisant. « Le cadeau de te découvrir toi-même, de découvrir ce que ton cœur, ton corps, ton âme désirent vraiment. » Ses doigts glissèrent jusqu'à mon menton, inclinant mon visage vers le sien. « Mais seulement si tu le veux, seulement si tu es prête à être courageuse. » À cet instant, assise dans cette pièce baignée de la lumière dorée du crépuscule sévillant, avec l'odeur des orangers flottant par la fenêtre et le son lointain d'une guitare flamenco, je sus que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Je pouvais sentir le précipice sous mes pieds, le choix qui définirait qui j'étais vraiment. « Oui, » murmurai-je, reconnaissant à peine ma propre voix. « Je veux découvrir ce cadeau. » Le sourire qui illumina le visage d'Esperanza fut la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Si cette histoire vous tient en haleine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Le sourire d'Esperanza s'effaça lentement, remplacé par une expression de tendresse qui me désarma complètement. Ses mains encadrèrent mon visage, ses pouces caressant doucement mes joues brûlantes. « Carmen, » murmura-t-elle, « avant de t'offrir mon cadeau, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que je vais partager avec toi pourrait tout changer. Une fois que tu auras franchi cette ligne, tu ne pourras plus prétendre ignorer ce que tu désires vraiment. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que toute Triana pouvait l'entendre. « De quoi parles-tu exactement? » Au lieu de répondre avec des mots, elle se leva gracieusement et marcha vers sa valise. Elle l'ouvrit avec des gestes délibérés, en sortant quelque chose enveloppé dans de la soie noire. Lorsqu'elle déplia le tissu, elle révéla un carnet en cuir usé, les pages jaunies par le temps. « Ceci, » dit-elle, le tenant comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde, est le journal de ta tante Carmen, la femme dont tu as hérité le nom, et bien plus que tu ne l'imagines. Mes jambes flageolèrent. « Le journal de ma tante? Comment l'as-tu eu? »
Elle me l'a donné avant de mourir, répondit Esperanza, s'asseyant à nouveau à côté de moi. Vois-tu, Carmen, ta tante et moi nous connaissions très bien, bien mieux que ta famille ne l'a jamais su. Elle ouvrit le journal avec une révérence soigneuse, feuilletant les pages remplies d'une calligraphie élégante jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. « Écoute ça », murmura-t-elle, et elle commença à lire avec sa voix rauque. « Aujourd'hui, je me suis réveillée dans les bras de mon aimé, et pendant un instant, j'ai oublié que le monde extérieur existe. Ses lèvres sur les miennes sont le seul paradis dont j'ai besoin, ses caresses la seule prière que mon âme comprend. » L'air quitta mes poumons. « Ma tante? Ta tante Carmen a vécu 40 ans avec la femme qu'elle aimait, » poursuivit Esperanza, tournant d'autres pages. Ici, elle a écrit sur leur premier baiser, sur des nuits de passion qui la laissaient tremblante, sur un amour si profond qu'elle a préféré le scandale silencieux à une vie de mensonges confortables. Mes mains tremblaient lorsque je pris le journal. Les mots de ma tante jaillissaient des pages comme du feu, des descriptions de désirs si intenses que je rougis, des confessions d'amour qui me coupèrent le souffle, des réflexions sur le choix d'un bonheur authentique au détriment des attentes familiales. « Pourquoi me montres-tu cela ?» murmurai-je, bien que dans mon cœur, je connaissais déjà la réponse. « Parce que je reconnais en toi ce que ta tante a vu en moi à ton âge, » dit Esperanza, se rapprochant au point que je pouvais compter les taches de rousseur dorées sur son nez. La même quête désespérée de quelque chose de réel, la même sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ses doigts trouvèrent les miens sur les pages du journal. « Carmen, as-tu déjà embrassé une femme ?» La question flotta dans l'air comme de l'encens, enivrante et dangereuse. « Non, » admis-je, ma voix à peine un murmure. « En as-tu déjà eu envie ?» Cette fois, je ne pus répondre avec des mots. Quelque chose dans mon expression dut trahir la vérité, car Esperanza sourit avec un mélange de triomphe et de tendresse. « Ton cadeau spécial, » murmura-t-elle, glissant une main jusqu'à ma nuque, « c'est l'opportunité de découvrir qui tu es vraiment avant de promettre d'être quelqu'un que tu n'es pas pour le reste de ta vie. » Ses lèvres se rapprochèrent des miennes avec une lenteur torturante. Je pouvais sentir son souffle chaud, l'odeur subtile de rose de Damas sur sa peau, l'électricité qui crépitait entre nous. Quand enfin nos bouches se rencontrèrent, le monde s'arrêta. Ce n'était pas comme les baisers que Miguel m'avait donnés. Ce n'était ni doux, ni respectueux, ni convenable. C'était du feu pur. Ses lèvres bougeaient contre les miennes avec une faim qui réveilla quelque chose de sauvage dans ma poitrine, quelque chose qui avait dormi toute ma vie. Ses mains s'en mêlèrent dans mes cheveux, et moi, sans réfléchir, je fondis dans ses bras. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions toutes deux lourdement. Mes lèvres picotaient, mon corps entier vibrait d'une énergie inconnue. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, étudiant mon visage avec ses yeux verts qui semblaient voir directement dans mon âme. Comme si j'avais dormi toute ma vie et que je me réveillais enfin, admis-je, surprise par ma propre honnêteté. Le sourire qui illumina son visage était radieux. Ce n'est que la première partie de ton cadeau. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, nous entendîmes des pas dans le couloir et la voix de ma mère. « Les filles, venez aider avec les fleurs !» La réalité s'écrasa sur moi comme une vague froide. Je me levai rapidement, lissant ma robe de mes mains tremblantes. Nous devons descendre. Carmen, attends. Esperanza se leva et prit mes mains, m'obligeant à la regarder. Ce qui vient de se passer entre nous est réel, c'est beau. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Je ne peux pas penser à ça maintenant, murmurai-je, bien que chaque fibre de mon être voulait rester dans cette pièce pour toujours, explorant cette nouvelle facette de moi-même qu'Esperanza avait réveillée. Mon mariage est dans 3 jours. Exactement, dit-elle, serrant mes mains. Tu as 3 jours pour décider si tu veux passer le reste de ta vie à te demander « et si ». Nous descendîmes les escaliers en silence, mais j'étais douloureusement consciente de chacun de ses mouvements, de la grâce féline avec laquelle elle se déplaçait dans la maison, de la manière dont sa jupe tourbillonnait autour de ses jambes, de la façon dont les autres membres de la famille la regardaient, avec un mélange d'admiration et de désapprobation à peine dissimulé. Dans la cour, ma mère avait disposé des centaines de fleurs sur de longues tables, des roses rouges, des lys blancs, des œillets roses, tout ce qu'il fallait pour décorer l'église et la salle de réception. L'odeur était enivrante, mais pas autant que le parfum d'Esperanza qui persistait encore dans mes sens. « Esperanza, ma chère, » dit ma mère, « tu peux aider Carmen avec les centres de table. Ils doivent avoir exactement 12 roses chacun. » Nous travaillâmes côte à côte, nos doigts se frôlant occasionnellement en sélectionnant les fleurs les plus parfaites. Chaque contact accidentel envoyait des décharges électriques dans mon bras. J'essayais de me concentrer sur la tâche, mais il était impossible d'ignorer sa présence magnétique. « Depuis combien de temps es-tu avec Miguel ?» demanda-t-elle avec désinvolture, bien qu'il y ait quelque chose de calculé dans son ton. « 3 ans, répondis-je, coupant la tige d'une rose avec plus de force que nécessaire. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Et quand as-tu su que tu voulais l'épouser ?
La question me prit par surprise. Il m'a fait sa demande l'année dernière, pour mon anniversaire. Ce n'est pas ma question. Ses yeux verts rencontrèrent à les miens par-dessus les fleurs. Je t'ai demandé quand tu as su que tu voulais l'épouser. Je restais silencieuse, car la vérité était que je n'avais jamais eu ce moment de certitude. Miguel m'avait demandé en mariage, ma famille avait été euphorique, tout avait suivi un cours naturel et attendu, mais je n'avais jamais ressenti cette urgence désespérée de lui appartenir pour toujours. Le mariage ne tourne pas toujours autour des sentiments, murmurai-je finalement. Parfois, il s'agit de prendre des décisions matures, de construire quelque chose de stable. Et c'est ce que tu veux? La stabilité? Sa voix avait une nuance de tristesse. Ou veux-tu sentir que ton cœur pourrait exploser de bonheur chaque fois que cette personne entre dans la pièce? Avant que je puisse répondre, Miguel apparut dans la cour, grand et fort, avec ses cheveux châtains parfaitement coiffés et sa chemise blanche impeccable. Il était l'image exacte du fiancé idéal andalou. Il me sourit avec ce sourire chaleureux et familier que je connaissais si bien. « Bonjour, mon amour », dit-il, s'approchant pour m'embrasser sur le front. Son baiser était doux, approprié, exactement ce qu'on attendait devant la famille. Mais après le baiser d'Esperanza, il semblait fade comme de l'eau tiède comparée à du feu liquide. « Miguel », parvins-je à dire, essayant de sembler normal. « Regarde, Esperanza est là. » Il se tourna vers sa cousine avec un sourire sincère. « Esperanza, quel plaisir de te voir. Merci d'être venue aider avec tout ça. »« Je ne raterai ça pour rien au monde, » répondit-elle. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui me rendit nerveuse. « Carmen est une mariée magnifique. Tu as beaucoup de chance. »« Je sais, » dit Miguel, passant un bras possessif autour de ma taille. « J'ai hâte de l'intégrer officiellement à notre famille. » Je sentis le corps d'Esperanza se raidir légèrement, bien que son sourire ne vacilla jamais. Je suis sûre que ce sera très révélateur pour tout le monde. Nous passâmes le reste de l'après-midi à travailler sur les préparatifs. Miguel resta pour aider, racontant des histoires amusantes de son enfance qui firent rire ma mère. Il était charmant, attentif, exactement le genre d'homme que n'importe quelle femme voudrait. Mais chaque fois qu'il riait à ses blagues ou répondait à ses caresses, je sentais les yeux d'Esperanza sur moi, me rappelant le feu qu'elle avait allumé dans cette pièce à l'étage. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant la cour d'orangers et de roses, Miguel annonça qu'il devait partir. « La soirée d'enterrement de vie de garçon est demain », expliqua-t-il, m'embrassant sur la joue. « On se voit après-demain pour la répétition. » Après son départ, j'aidai ma mère à nettoyer tandis qu'Esperanza s'asseyait près de la fontaine de la cour, ses longues jambes trempant dans l'eau. La lumière dorée du crépuscule la baignait comme si elle était une déesse andalouse, et je dus faire un effort pour ne pas la fixer. « Carmen, » dit ma mère en essuyant les vases, « Esperanza est très intéressante. Que veux-tu dire? Elle est belle, bien sûr, mais il y a quelque chose en elle qui me rend nerveuse. » Ma mère baissa la voix. « Je ne pense pas qu'elle soit le genre de femme qui devrait être près d'une fiancée si près de son mariage. » Mes joues s'enflammèrent. « Maman, c'est juste la cousine de Miguel. Elle est là pour aider. » Ma mère ne semblait pas convaincue. « Fais juste attention, Mija. Certaines femmes ont un effet perturbant sur d'autres, et tu es déjà assez nerveuse pour le mariage. » Cette nuit-là, après que toute la famille fut partie se coucher, je restais éveillée dans ma chambre, me tournant et me retournant dans mon lit. Le journal de ma tante était caché sous mon oreiller, ses mots brûlants dans ma mémoire. Les confessions d'amour passionné, les descriptions de désir qui m'avaient fait rougir, la preuve qu'il était possible de choisir l'amour véritable au-delà des attentes. Un léger coup à ma porte me fit sursauter. « Carmen » murmura la voix d'Esperanza. « Tu es réveillée » Mon cœur se mit à galoper. « Oui » murmurai-je en retour. La porte s'ouvrit lentement, et Esperanza se glissa à l'intérieur comme un esprit nocturne. Elle portait une chemise de nuit en coton blanc qui flottait autour de son corps, ses cheveux détachés tombant en vagues sur ses épaules. Dans la pénombre de ma chambre, elle semblait une apparition de mes rêves les plus secrets. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle, fermant doucement la porte derrière elle. « Je n'arrêtais pas de penser à toi. Esperanza, nous ne pouvons pas, commençai-je, mais ma protestation semblait faible, même à moi. « Je veux juste parler, » murmura-t-elle, s'approchant de mon lit. « Puis-je m'asseoir » J'acquiesçai, me déplaçant pour lui faire de la place. Lorsqu'elle s'assit au bord de mon lit, je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers les draps. « Carmen, » dit-elle doucement, « as-tu déjà eu l'impression de vivre la vie que les autres attendent de toi au lieu de celle que tu veux ?» La question me frappa en plein cœur. « Tous les jours, » admis-je avant de pouvoir m'en empêcher. « Et que veux-tu vraiment ?» Je regardais ses yeux verts scintillant dans l'obscurité, et pour la première fois de ma vie, je fus totalement honnête. Je veux ressentir de la passion. Je veux que quelqu'un me regarde comme si j'étais la seule femme au monde. Je veux écrire de la poésie d'amour, danser pieds nus sous les étoiles, embrasser quelqu'un jusqu'à perdre le souffle. Son sourire fut doux comme de la soie.
Et si je te disais que tout cela est possible? Dans 3 jours, je vais épouser Miguel. Dans 3 jours, tu as l'opportunité de choisir qui tu es vraiment. Elle se rapprocha jusqu'à ce que je puisse compter chaque cil. Carmen, il y a autre chose que tu dois savoir sur ta tante, sur moi, sur la raison pour laquelle je suis vraiment venue ici. Ma respiration s'arrêta. Quoi? Ta tante Carmen n'était pas seulement la femme que j'aimais? Murmura-t-elle, ses doigts trouvant les miens sous les draps. Elle était la femme qui m'a appris que l'amour véritable vaut tous les sacrifices. Et lors de son dernier jour, elle m'a fait promettre quelque chose. Que t'a-t-elle fait promettre? Ses yeux se remplirent de larmes scintillant comme des diamants dans la pénombre. Elle m'a fait promettre de trouver sa nièce, la jeune fille qui portait son nom, et de m'assurer qu'elle ne devrait jamais vivre un mensonge comme elle l'avait fait pendant tant d'années. Le monde s'arrêta. Tu dis que... Je dis que je suis venue à Séville pour toi, Carmen. Je suis venue pour tenir une promesse et t'offrir l'opportunité que ta tante n'a jamais eue. Choisir l'amour véritable avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant, avec la lune filtrant par ma fenêtre et l'odeur nocturne des jasmins emplissant ma chambre, je sus que ma vie se divisait en 2 chemins complètement différents. Et pour la première fois, je devais choisir lequel emprunter. Les mots d'Esperanza résonnèrent dans mon esprit toute la nuit comme une mélodie obsédante. Quand je finis par m'endormir à l'aube, je rêvais de ma tante Carmen, mais pas telle que je me souvenais d'elle. Une femme âgée et solitaire vivant dans sa maison de campagne à Ronda. Dans mes rêves, je la vis jeune et rayonnante, dansant avec une femme aux cheveux dorés dans une cour pleine de fleurs. Sauvages, leur visage illuminé par un bonheur que je n'avais jamais vu sur des photos de famille. Je me réveillais au son de ma mère préparant le petit déjeuner en bas et à l'arôme du café fraîchement préparé filtrant par ma fenêtre. Pendant un moment, je restais immobile sous les draps, essayant de digérer tout ce que j'avais découvert. Le journal de ma tante était toujours caché sous mon oreiller, son poids physique insignifiant mais son sens émotionnel écrasant. Il y avait une nouvelle urgence dans l'air de la maison. Il ne restait plus que 2 jours avant le mariage et la liste des préparatifs semblait croître plutôt que diminuer. En descendant pour le petit déjeuner, je trouvais ma mère dans la cuisine, entourée de listes manuscrites, parlant au téléphone avec le fleuriste à propos d'un problème avec les couronnes pour l'église. « Bonjour, Mija », me dit-elle, couvrant le combiné de sa main. Esperanza est sortie tôt. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire en ville. Quelque chose dans son expression me fit penser qu'elle n'approuvait pas totalement cette sortie mystérieuse. Après le petit déjeuner, j'essayais de me concentrer sur les derniers détails, vérifier ma robe de mariée pour la énième fois, confirmer les arrangements floraux, répéter ma marche nuptiale dans le couloir. Mais chaque tâche me rappelait ce que j'étais sur le point de promettre et les mots d'Esperanza se répétèrent sans cesse. « Dans 3 jours, tu as l'opportunité de choisir qui tu es. » Vraiment. Il était milieu de matinée quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et les pas familiers d'Esperanza dans la cour. Je courus à la fenêtre de ma chambre et la vis marcher vers la fontaine, mais elle n'était pas seule. Une femme plus âgée l'accompagnait, quelqu'un que je reconnus immédiatement bien que je ne l'ai pas vue depuis des années. Doña Remedios, l'ancienne voisine de ma tante Carmen. Mon cœur se mit à battre plus vite. Doña Remedios avait été comme une sœur pour ma tante, toujours chez elle, partageant des repas et des après-midi de couture. Ma famille avait toujours dit qu'il était merveilleux que ma tante ait une compagnie si constante dans sa vieillesse, surtout après que son intendante s'installe définitivement chez elle quand elles avaient toutes 2 dépassé la quarantaine. Maintenant, en les observant depuis ma fenêtre, je commençais à comprendre la véritable nature de cette relation. Je descendis les escaliers en silence, me cachant près de la porte de la cour pour écouter leur conversation. « Es-tu sûre que c'est la bonne chose à faire, Esperanza ?» disait Doña Remedios d'une voix inquiète. Carmen était ma vie, mon âme, mais je ne sais pas si elle aurait voulu qu'on trouble ainsi le bonheur de sa nièce. « Remedios » répondit Esperanza doucement, « toi, mieux que quiconque, sais ce que Carmen a souffert pendant des années, prétendant que tu n'étais que son intendante, niant l'amour de sa vie devant la famille. Penses-tu vraiment qu'elle aurait voulu cela pour la fille qui porte son nom? » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Doña Remedios n'avait pas été l'intendante de ma tante. Elle avait été sa compagne de vie pendant des décennies, cachant leur amour derrière une façade de service domestique pour éviter le scandale familial. « La petite semble heureuse avec son fiancé », murmura Remedios, mais il y avait du doute dans sa voix. « As-tu vu ses yeux de près ?» demanda Esperanza. « Elle a le même regard perdu que Carmen avant de te rencontrer, comme si elle vivait dans une prison magnifique mais étouffante. Et toi, que comptes-tu faire? Tu ne peux pas l'envoûter et ensuite disparaître quand les choses se compliqueront. » Il y eut une longue pause avant qu'Esperanza ne réponde. « Remedios, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose à propos de mon histoire avec Carmen. Cette Carmen. » Ma respiration s'arrêta. Je me rapprochai de la porte, risquant d'être découverte. Il y a 15 ans, quand j'avais 16 ans, ma famille m'a envoyée ici à Séville pour vivre avec mes oncles pendant un été.
Officiellement, c'était pour aider avec les jeunes enfants, mais en réalité, mes parents s'inquiétaient de mon orientation. Ils pensaient que m'éloigner de mes amis inappropriés à Madrid me guérirait. Et tu as rencontré Carmen à ce moment-là? Je l'ai vue pour la première fois à la messe, assise avec sa famille. Elle avait 11 ans, portait une robe blanche avec des rubans bleus, et quand elle a souri pendant le sermon sur l'amour de Dieu, j'ai eu l'impression que le monde s'était réorganisé autour d'elle. La voix d'Esperanza devint douce, nostalgique. Nous avons commencé à nous rencontrer en secret. Au début, nous ne faisions que parler, mais il y avait une connexion, quelque chose que ni l'une ni l'autre ne comprenions complètement, mais qui semblait plus réel que tout dans nos vies. Mon cœur s'arrêta. Des souvenirs fragmentés commencèrent à se cristalliser dans mon esprit. Une adolescente aux cheveux bouclés qui apparaissait dans le parc où je jouais, de longues conversations sur les livres et les rêves, une sensation d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. Un jour, poursuivit Esperanza, Carmen m'a donné sa première lettre d'amour. Elle n'était pas adressée à moi, mais à une chérie imaginaire. Mais en la lisant, j'ai su qu'elle parlait de moi. C'était la chose la plus belle et honnête que j'ai jamais lue. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Je me souvenais de cette lettre. Je me souvenais de l'avoir écrite après avoir passé un après-midi parfait avec une fille plus âgée qui me faisait me sentir spéciale, comprise, comme si j'étais la seule personne importante au monde. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Remedios doucement. Mes oncles nous ont surprises en train de nous embrasser dans la cour de l'église après la messe du soir. Carmen n'avait que 11 ans, mais le baiser avait été initié par elle. Mes oncles ont paniqué, ont appelé mes parents, et ils m'ont renvoyé à Madrid cette nuit-là. Ils ont dit à la famille de Carmen qu'il y avait une urgence familiale. Et tu ne l'as jamais revue? Pas avant hier. La voix d'Esperanza se brisa légèrement. Mais je ne l'ai jamais oubliée. J'ai gardé cette lettre toutes ces années, la lettre où une fillette de 11 ans écrivait sur le fait de trouver quelqu'un qui la faisait se sentir elle-même. Je me laissais glisser contre le mur jusqu'à m'asseoir sur le sol de marbre froid. Les souvenirs affluaient par vagues. La tristesse inexplicable quand SP avait disparu sans dire au revoir, les semaines à la chercher dans le parc, la sensation de perte que je ne comprenais pas à cet âge. Et puis, peu à peu, apprendre à réprimer ses souvenirs, à être la petite fille appropriée que ma famille attendait. « Est-ce qu'elle se souvient de toi ?» demanda Remedios. « Consciemment, non. Mais quand nous nous sommes vus hier, j'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Son âme se souvient de moi, même si son esprit a décidé d'oublier. Esperanza, c'est très compliqué. Tu ne peux pas réapparaître après 15 ans et espérer qu'elle abandonne toute sa vie. Je n'espère pas ça, répondit Esperanza fermement. Je veux juste qu'elle ait l'opportunité de choisir consciemment, qu'elle sache qu'il existe une autre façon de vivre, une autre façon d'aimer. Si après cela, elle décide d'épouser Miguel, je respecterai sa décision. Et si elle décide de rester avec toi? Il y eut une longue pause. Alors je lui demanderai de venir avec moi à Barcelone. J'ai une offre pour enseigner le flamenco dans une école prestigieuse. Nous pourrions commencer une nouvelle vie ensemble, loin de toutes les attentes et pressions familiales. Barcelone. Le mot flottait dans l'air comme une promesse et une menace. Une ville où je pourrais être qui j'étais vraiment, où je pourrais écrire mes lettres d'amour avec mon vrai nom, où je pourrais danser pieds nus sans que personne ne me juge. Le bruit de pas dans le couloir me fit sursauter. Je me levai rapidement et fis semblant d'arranger les fleurs du vestibule quand ma mère apparut. « Carmen, où est Esperanza? J'ai besoin qu'elle m'aide avec les derniers ajustements du chemin de table principal. Elle est dans la cour avec Doña Remedios, répondis-je, essayant de garder une voix normale. Ma mère fronça les sourcils. Remedios est ici? Que veut cette femme? Avant que je puisse répondre, les deux femmes entrèrent depuis la cour. Doña Remedios était exactement comme dans mes souvenirs. Cheveux argentés relevés en un chignon élégant, robe simple mais soignée, yeux bienveillants mais perçants. Quand elle me vit, son expression s'adoucit avec une reconnaissance et quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Carmen, ma chère, » dit-elle, s'approchant pour me serrer dans ses bras. « Tu es magnifique. Tu ressembles tellement à ta tante à ton âge. »« Doña Remedios, » parvins-je à dire, bien que ma voix sonna étrange. « Qu'est-ce qui vous amène ici? » Ses yeux croisèrent ceux d'Esperanza un instant avant de répondre. « Je suis venue t'apporter quelque chose que ta tante voulait que tu aies avant ton mariage. » Elle sortit de son sac une enveloppe jaunie scellée avec de la cire. Mon nom était écrit dans la calligraphie élégante que je reconnaissais du journal. « Une lettre de ma tante ?» demandai-je, prenant l'enveloppe de mes mains tremblantes. « Elle l'a écrite peu avant de mourir, » expliqua Remedios. « Elle m'a demandé de te la remettre quand tu serais sur le point de prendre la décision la plus importante de ta vie. » Ma mère s'approcha, curieuse. « Quel genre de lettre? » « Les conseils d'une femme qui a vécu assez longtemps pour savoir ce qui compte vraiment, » répondit Remedios avec diplomatie.
Cet après-midi-là, après le départ de Remedios et alors que ma mère était absorbée par des appels téléphoniques concernant les détails finaux du banquet, je me retirai dans ma chambre avec la lettre. Je la tins longtemps sans l'ouvrir, sachant instinctivement que son contenu changerait tout. Finalement, je brisai le seau de cire. « Ma chère Carmen, commençait-elle dans la calligraphie familière, si tu lis ceci, c'est que tu es sur le point de te marier. J'espère que c'est par amour véritable, mais s'il y a ne serait-ce qu'une ombre de doute dans ton cœur, tu dois entendre ce que j'ai à te dire. J'ai vécu 40 ans en prétendant que Remedios n'était que mon intendante, alors qu'en réalité, elle était l'amour de ma vie, mon âme sœur, ma raison d'exister. Nous l'avons fait pour la famille, pour les apparences, pour éviter le scandale. Mais je t'assure, chère nièce, que chaque jour où j'ai vécu ce mensonge était une trahison envers ma propre âme. Tu portes mon nom, mais plus important encore, tu portes mon cœur. J'ai vu dans tes yeux la même quête que j'avais pendant des années, le besoin désespéré de trouver quelqu'un qui t'aime, non pas pour ce que tu devrais être, mais pour ce que tu es vraiment. Ne commets pas mon erreur, ne sacrifie pas ton bonheur authentique pour le confort des autres. Le monde change, ma petite. Nous n'avons plus à choisir entre l'amour et la famille. Nous pouvons choisir l'honnêteté et créer notre propre famille d'âmes sœurs. S'il y a quelqu'un qui fait chanter ton cœur, s'il y a quelqu'un qui éveille des passions dont tu ignorais l'existence, ne le laisse pas partir. Le regret est un compagnon bien plus cruel que n'importe quel scandale temporaire. Esperanza t'apportera ce message avec mon journal. Elle connaît toute la vérité sur ma vie, mes amours, mes regrets. Fais-lui confiance. Elle est plus sage que son âge ne le suggère, et son cœur est pur. Choisis l'amour, Carmen. Choisis toujours l'amour. Avec tout mon affection et mes espoirs pour ton bonheur, ta tante Carmen. Quand j'eus fini de lire, les larmes coulaient librement sur mon visage. C'était comme si ma tante avait pu voir directement dans mon âme, avait connu chaque doute, chaque désir secret, chaque moment de désespoir silencieux. Un léger coup à ma porte interrompit mes pensées. « Carmen » murmura Esperanza. « Puis-je entrer ?» Quand j'ouvris la porte, elle dut voir les larmes dans mes yeux car elle m'enveloppa immédiatement dans ses bras. Je fondis contre sa poitrine, inhalant son parfum de rose de Damas, sentant sa chaleur calmer le tremblement de mon corps. « Tu l'as lu » murmura-t-elle contre mes cheveux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit dès le début qui tu étais vraiment » murmurai-je contre son cou. « Parce que tu devais arriver à ta propre conclusion sur ce que tu voulais. Si je t'avais dit que j'étais l'espèce de ton enfance, tu aurais pu confondre nostalgie et amour. » Je me reculai juste assez pour regarder ses yeux verts. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit-elle, encadrant mon visage de ses mains, « je pense que tu connais la différence. » Elle avait raison. Ce que je ressentais pour elle n'était pas de la nostalgie pour une amitié perdue de l'enfance. C'était quelque chose de complètement nouveau et terrifiant. La reconnaissance d'une partie de moi-même qui attendait toute ma vie d'être découverte. « Esperanza » commençai-je, mais elle posa doucement un doigt sur mes lèvres. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant, » murmura-t-elle. « Je veux juste que tu saches que quelle que soit ta décision, je la respecterai. Mais je veux aussi que tu saches qu'il y a des alternatives. Barcelone m'attend. Une nouvelle vie m'attend. Et si tu le voulais, tu aurais aussi une place là-bas. » Cette nuit-là, tandis que toute la maison dormait sauf moi, je m'assis près de ma fenêtre, regardant les étoiles au-dessus de Séville. Dans mes mains, je tenais deux choses. La lettre de ma tante et la première lettre que j'avais écrite à ma chérie quand j'avais 11 ans. La lettre qu'Esperanza avait gardée toutes ces années. En lisant mes propres mots d'il y a 15 ans, je reconnus quelque chose qui me bouleversa. Déjà à l'époque, je savais exactement ce que je voulais. Une vie authentique, un amour qui transforme, quelqu'un qui me voit complètement et même sans réserve. La question maintenant était de savoir si j'avais le courage de réclamer ce que j'avais toujours su que je voulais. Demain serait la répétition du mariage. Dans 24 heures, je marcherai dans l'allée de l'église, répétant les vœux que je prononcerai le lendemain. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, j'écrivis une nouvelle lettre, pas à ma chérie imaginaire, mais à moi-même. Carmen, tu as une opportunité que ta tante n'a jamais eue. Tu as la possibilité de choisir la vérité plutôt que la commodité, la passion plutôt que la sécurité, ton âme authentique plutôt que les attentes des autres. Que vas-tu faire de ce cadeau? Je ne signai pas la lettre. Je ne connaissais toujours pas la réponse. Le jour de la répétition se leva sous un ciel plombé menaçant de tempête, comme si l'univers lui-même reflétait la turbulence dans mon cœur. Je me réveillai après à peine 2 heures de sommeil fragmenté, avec la lettre que je m'étais écrite encore sur le bureau et le poids de toutes les révélations pesant sur ma poitrine comme une dalle de marbre. En descendant pour le petit déjeuner, je trouvai la maison dans un chaos contrôlé. Ma mère courait de droite à gauche avec des listes à la main, mon père vérifiait obsessionnellement les arrangements financiers du banquet, et mes tantes étaient arrivées tôt pour aider avec les derniers préparatifs. L'air vibrait de cette énergie frénétique qui précède les grands événements familiaux, mais je me sentais comme si je regardais tout à travers une vitre embuée. «
Carmen, mon amour, me dit ma mère, m'embrassant sur le front alors qu'elle courait vers la cuisine. La répétition est à 5 heures. Assure-toi d'être prête à 4h30. Et s'il te plaît, essaie de sourire. On dirait que tu vas à ton propre enterrement. Si elle savait à quel point ce commentaire était approprié. Esperanza apparut au petit déjeuner vêtue d'une robe noire simple qui mettait en valeur sa peau dorée et rendait ses yeux verts encore plus intenses. Nos regards se croisèrent brièvement au-dessus de la table, et dans ses yeux, je vis une question silencieuse. As-tu pris ta décision? Je n'avais pris aucune décision. Si quoi que ce soit, j'étais plus confuse que jamais. Après le petit déjeuner, alors que j'aidais ma mère avec les derniers arrangements floraux, la sonnette retentit. C'était Miguel, arrivé plus tôt que prévu, avec une expression rayonnante et les bras pleins de cadeaux pour toute la famille. « Je ne pouvais plus attendre pour te voir », me dit-il, m'enveloppant dans une étreinte qui sentait sa colonie familière et la sécurité de 3 ans de relation. « Plus que 24 heures et tu seras officiellement ma femme. » Il m'embrassa alors, un baiser tendre et approprié devant ma famille, et je tentais désespérément de ressentir quelque chose de proche du feu que j'avais expérimenté avec Esperanza, mais c'était comme essayer d'allumer une bougie avec des allumettes mouillées. L'affection était là, le confort, l'amour sincère. Mais la passion, cette étincelle qui transformait les baisers en poésie, elle restait absente. « Tu es nerveuse ?» me demanda-t-il, étudiant mon visage avec ses yeux bruns honnêtes que je connaissais si bien. « Un peu, admis-je, bien que nerveuse ne fût pas du tout le mot juste pour décrire l'ouragan émotionnel qui rugissait en moi. « C'est normal, » dit-il, prenant mes mains dans les siennes. « Moi aussi, je suis nerveux. Mais je suis excitée de commencer notre vie ensemble. Nous avons tout planifié. La maison dans le quartier de Santa Cruz, les enfants que nous aurons, les vacances sur la côte. Tout est parfaitement organisé. Planifié. Ce mot me frappa comme une gifle. Toute ma vie avec Miguel était planifiée. Où nous vivrions, combien d'enfants nous aurions, comment nous passerions nos dimanches. C'était une vie belle, stable, prévisible. Mais au cours des dernières 48 heures, j'avais commencé à comprendre la différence entre une vie planifiée et une vie vécue. « Miguel, » commençai-je, sans savoir exactement ce que je voulais dire. « Dis-moi, mon amour, est-ce que tu m'aimes ?» Il rit, surpris par la question. « Bien sûr que je t'aime. Pourquoi poses-tu cette question? »« Comment m'aimes-tu » insistai-je, ayant désespérément besoin de comprendre si ce que nous ressentions l'un pour l'autre était suffisant. « Décris-moi ce que tu ressens. » Miguel resta silencieux un moment, clairement déconcerté par l'intensité de ma question. « Je t'aime complètement, » dit-il finalement. « Tu es parfaite pour moi. Tu es belle, intelligente, d'une bonne famille. Tu seras une épouse merveilleuse et une mère exceptionnelle. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Ces mots étaient sincères, pleins d'affection véritable. Mais c'étaient les mots d'un homme décrivant un excellent investissement, pas ceux de quelqu'un consumé par la passion. « Mais est-ce que je te coupe le souffle ?» murmurai-je. « As-tu l'impression que tu pourrais mourir si tu me perdais ?» Miguel fronça les sourcils, clairement inquiet de la tournure de la conversation. « Carmen, l'amour mature ne concerne pas ces émotions extrêmes. Il s'agit de respect mutuel, de compatibilité, de construire quelque chose de solide ensemble. » C'était exactement ce que ma mère m'avait dit pendant des mois. C'était ce que j'étais censée vouloir. Mais après avoir goûté, même pour un instant, à ce que signifiait ressentir un feu véritable, ces mots sonnaient creux, comme des coquilles vides. À cet instant, Esperanza entra dans le salon avec un vase de fleurs fraîches. Miguel s'illumina en la voyant. « Cousine, quel plaisir de t'avoir ici. Carmen et moi parlions de combien nous sommes excités pour demain. » Les yeux d'Esperanza passèrent de Miguel à moi, notant immédiatement la tension dans ma posture, les larmes contenues dans mes yeux. « C'est merveilleux, » murmura-t-elle, mais il y avait quelque chose d'acéré dans sa voix. « Miguel, puis-je te poser une question personnelle? » « Bien sûr. As-tu déjà été amoureux au point de sentir que tu pourrais faire n'importe quelle folie pour cette personne? Tellement consumé par la passion que tu ne pouvais plus penser clairement? » Miguel rit maladroitement. « Esperanza, je pense que tu lis trop de romans d'amour. Ce genre d'intensité n'est pas sain pour une relation à long terme. » Non? Ses yeux verts brillèrent dangereusement. « Alors, tu n'as jamais eu l'impression que tu mourrais pour embrasser Carmen? Tu n'as jamais perdu le sommeil en pensant à elle? Tu n'as jamais écrit son nom encore et encore comme un adolescent amoureux? Ce sont des fantasmes, » balbutia Miguel, visiblement mal à l'aise. « Carmen et moi avons quelque chose de plus solide que ça. »« Plus solide que la passion? » demanda Esperanza, et sa voix avait maintenant une nuance de défi. « Plus important que le désir? Une philosophie intéressante pour un homme qui va se marier. »« Esperanza, » intervins-je rapidement, sentant que la conversation devenait dangereuse. « Non, Carmen, » dit Esperanza, se tournant vers moi avec une intensité qui me coupa le souffle. « Je pense qu'il est important d'être clair à ce sujet. Miguel, » elle se tourna à nouveau vers lui.
Que ferais-tu si tu découvrais que Carmen ne ressent pas pour toi ce que tu crois qu'elle ressent? Le visage de Miguel blêmit. Que veux-tu dire par là? Je veux dire, poursuivit Esperanza implacablement, que peut-être ta fiancée parfaite n'est pas si parfaite pour toi que tu le penses. Peut-être qu'il y a des parties d'elle que tu n'as jamais vues, des besoins que tu n'as jamais satisfaits, des désirs dont tu ignores même l'existence. Esperanza, arrête, suppliai-je, mais elle était lancée. Sais-tu que Carmen écrit des lettres d'amour, des lettres passionnées, magnifiques, pleines de désirs et d'aspirations? Sais-tu qu'elle rêve de baisers qui la laissent sans souffle et d'un amour qui la consume entièrement? Miguel me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de surprise, de confusion et de quelque chose qui aurait pu être de la douleur. Carmen? Est-ce vrai? Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était complètement fermée. À qui écris-tu ces lettres? Demanda Miguel, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il y avait une note de désespoir dans sa voix. Ce n'est pas ce que tu penses, parvins-je à murmurer. Alors explique-moi ce que c'est, dit-il, et je pouvais entendre son cœur se briser dans ses mots. Esperanza fit un pas de plus. Miguel, ne trouves-tu pas étrange que ta future épouse écrive des lettres d'amour passionnées à une personne imaginaire au lieu de t'écrire à toi? Assez! Explosai-je enfin, me tournant vers Esperanza avec une fureur qui me surprit moi-même. Qu'essaies-tu de faire? J'essaie de t'empêcher de commettre la plus grande erreur de ta vie, répondit-elle avec une voix ferme. Et j'essaie d'épargner à Miguel la douleur de découvrir dans 5 ou 10 ans qu'il s'est marié avec quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment aimé. Miguel était devenu très immobile, très pâle. Quand il parla, sa voix n'était qu'un murmure. Carmen, m'aimes-tu? C'était la même question que je lui avais posée, mais maintenant qu'elle m'était adressée, je compris pourquoi il avait semblé si confus. Parce qu'il n'y avait pas de réponse simple. Je t'aime énormément, dis-je enfin, les mots sortant comme une confession arrachée de force. Ce n'est pas ma question. Ses yeux bruns m'étudiaient, comme s'il me voyait pour la première fois. Es-tu amoureuse de moi? Le silence s'étendit entre nous comme un abîme. Dans ce silence, Miguel trouva sa réponse. Mon Dieu, murmura-t-il, passant ses mains dans ses cheveux. 3 ans, Carmen. 3 ans de ma vie, de nos vies. Miguel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Demanda-t-il, et il y avait une amertume dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Expliquer que tu as fait semblant pendant 3 ans? Expliquer que demain, tu allais me promettre un amour éternel, alors que tu ne sais même pas ce que ce mot signifie? Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Je n'ai pas fait semblant. Ce que je ressens pour toi est réel, seulement ce n'est pas de l'amour, termina-t-il pour moi. Il se tourna vers Esperanza, qui avait observé tout cela avec une expression indéchiffrable. Et toi, quel rôle joues-tu dans tout ça? Je lui montre simplement qu'il y a des alternatives, répondit Esperanza calmement. Des alternatives comme toi? L'air s'épaissit d'une tension dangereuse. Miguel était un homme doux, mais il n'était pas idiot. Il avait capté les courants souterrains qui coulaient entre Esperanza et moi. Miguel, commençai-je, mais il leva une main pour m'arrêter. Non, dit-il avec une dignité qui me brisa le cœur. Je ne veux plus rien entendre. J'ai besoin de réfléchir. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Carmen, la répétition est à 5 heures. Si tu ne viens pas, je comprendrai que tu as pris ta décision. Si tu viens, il resta silencieux un moment. Si tu viens, j'ai besoin que ce soit parce que tu veux vraiment m'épouser. Pas par obligation, pas à cause des attentes de la famille, pas parce que c'est l'option sûre, parce que tu m'aimes vraiment. Après son départ, je m'effondrai sur une chaise, tremblant de la tête aux pieds. Esperanza s'approcha, mais je levai une main pour l'arrêter. Qu'as-tu fait? Murmurai-je. Ce que je devais faire, répondit-elle, mais sa voix avait perdu une partie de son assurance précédente. Carmen, tu ne pouvais pas continuer à vivre un mensonge. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, explosai-je, me levant pour lui faire face. Tu n'avais pas le droit de détruire ma vie juste parce que tu penses savoir ce qui est mieux pour moi. Ta vie était déjà détruite, répondit-elle avec ferveur. Seulement, elle l'était lentement, jour après jour, année après année. Au moins maintenant, tu as l'opportunité de construire quelque chose de réel. Réel comme quoi? Comme fuir avec toi à Barcelone? Comme abandonner ma famille, ruiner mes parents financièrement, devenir le scandale de tous ces vies? Comme être honnête avec toi-même pour la première fois de ta vie, dit-elle, s'approchant jusqu'à être à quelques centimètres de moi. Carmen, préférerais-tu vraiment une vie confortable de mensonges à une vie authentique qui pourrait être difficile mais réelle? Tu n'as aucune idée de ce que tu me demandes, murmurai-je, les larmes coulant librement maintenant. Mes parents ont dépensé toutes leurs économies pour ce mariage. Ils ont contracté des dettes qu'ils espèrent rembourser avec les cadeaux et les contributions des invités. Si j'annule, je les ruine. Et si tu n'annules pas, tu te ruines toi-même. Peut-être que c'est un prix que je suis prête à payer. Vraiment? Ses yeux verts me transpercèrent comme des dagues.
Es-tu prête à passer les 50 prochaines années à te demander « et si ?» Es-tu prête à t'allonger chaque soir à côté d'un homme qui ne te fera jamais te sentir véritablement vivante? Je ne pus répondre car je savais qu'elle avait raison, mais je savais aussi qu'elle avait raison sur les conséquences dévastatrices de l'annulation du mariage. À cet instant, ma mère entra dans le salon. Un regard à nos visages lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Rien, maman, » parvins-je à dire. « Juste, des nerfs avant le mariage. »« Où est Miguel ?» Je l'ai vu sortir comme s'il avait vu un fantôme. Il est allé s'occuper de quelques détails de dernière minute, mentis-je. Ma mère m'étudia longuement, puis tourna son attention vers Esperanza. « Je pense qu'il serait mieux que tu ailles te préparer pour la répétition, » lui dit-elle avec une froideur qui glaça le sang. Après le départ d'Esperanza, ma mère ferma la porte du salon et se tourna vers moi avec une expression que je n'avais pas vue depuis que j'étais enfant et que j'avais cassé quelque chose de très précieux. « Carmen Maria Delgado », dit-elle, utilisant mon nom complet comme elle le faisait seulement quand elle était vraiment en colère. « Qu'as-tu fait? »« Je n'ai rien fait, » protestai-je faiblement. « Ne me mens pas, je connais ce visage. C'est le même visage que tu faisais à 5 ans quand tu cachais quelque chose que tu savais être mal. » Elle s'assit en face de moi, prit mes mains et m'obligea à la regarder. « Mija, demain est ton mariage. Ton père et moi avons travaillé pendant 2 ans pour faire de ce jour une réalité. Nous avons dépensé de l'argent que nous n'avions pas, nous avons fait des promesses que nous honorons encore. Toute la famille sera là, tous nos amis, toute la communauté. Je sais, maman. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi Miguel est-il sorti d'ici comme une âme en peine? Pourquoi as-tu ce regard perdu? » Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas lui expliquer que j'avais découvert que toute ma vie avait été une performance soigneusement répétée, que j'avais trouvé des lettres d'amour que ma tante avait écrites à sa compagne secrète, qu'une femme avait ressurgi de mon passé pour me rappeler qu'à 11 ans, je savais exactement ce que je voulais. « Je suis juste nerveuse », répétai-je. « Carmen, » dit ma mère avec une douceur qui me surprit, « s'il y a quelque chose que tu dois me dire, c'est maintenant. Mais s'il n'y a rien de vraiment grave, alors tu dois te comporter comme la femme adulte que tu es. Miguel est un homme bien. Il t'aime. Vous aurez une vie merveilleuse ensemble. Mais si je ne l'aime pas de la bonne manière? » Ma mère soupira profondément. « Midja, l'amour n'est pas ce que montrent les films. L'amour véritable, c'est le respect, la compagnie, construire quelque chose ensemble jour après jour. Ces émotions intenses que tu vois dans les romans, ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est l'amitié, la stabilité, l'engagement mutuel. » C'était exactement les mots que j'attendais d'entendre, ceux qui auraient dû me rassurer. Mais après avoir ressenti, même pour un instant, ce que signifiait être véritablement vivante, il sonnait comme une condamnation à mort. « Aimais-tu papa quand vous vous êtes mariés? »« J'ai appris à l'aimer, » répondit-elle honnêtement. « Et il a appris à m'aimer. Et nous avons construit quelque chose de magnifique ensemble. 40 ans plus tard, je ne changerai rien. Mais je ne pouvais plus m'imaginer apprendre à aimer Miguel. Je ne pouvais plus m'imaginer me contenter de moins que le feu que j'avais ressenti dans les bras d'Esperanza. « Carmen, » poursuivit ma mère, « dans 3 heures, c'est la répétition. Dans 24 heures, c'est ton mariage. Quoi qu'il soit en train de perturber ton esprit, tu dois décider maintenant si tu vas aller de l'avant ou si tu vas détruire les vies de tous ceux qui t'aiment. » L'ultimatum était posé. Il ne s'agissait pas seulement de mon bonheur contre celui de Miguel. Il s'agissait de mon authenticité contre la sécurité financière et émotionnelle de toute ma famille. Je regardais l'horloge au mur. 2h30. Dans 2h30, je devrais être à l'église, marchant dans l'allée où demain je promettrais d'aimer, d'honorer et d'obéir à un homme qui méritait bien plus qu'une épouse qui écrivait des lettres d'amour à des fantasmes. Et quelque part dans cette maison, Esperanza attendait ma réponse. Barcelone attendait ma réponse. Une vie authentique mais incertaine attendait ma réponse. L'heure de la vérité était arrivée, et pour la première fois de ma vie, il n'y avait aucun chemin qui n'impliquait pas de blesser profondément des gens que j'aimais. À 5 heures précises, j'étais debout devant l'autel de l'église de Santa Ana, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, le voile de répétition flottant doucement autour de mes épaules. Autour de moi, l'église gothique s'élevait majestueusement, avec ses colonnes de pierre et ses vitraux, filtrant une lumière dorée, créant une atmosphère qui aurait dû être magique. Mais je me sentais comme si j'étais à mon propre procès. Miguel était arrivé à l'heure, impeccablement vêtu, avec une expression soigneusement neutre qui ne révélait rien de notre conversation dévastatrice de cet après-midi. Quand nos regards se croisèrent, je vis une question silencieuse dans le sien, mais aussi quelque chose qui me brisa le cœur. De l'espoir. Malgré tout, il avait encore de l'espoir que cela puisse fonctionner. Le père González, qui me connaissait depuis ma première communion, nous souriait avec la bienveillance paternelle de quelqu'un qui avait officié des centaines de mariages. « Eh bien, jeunes gens, dit-il de sa voix chaleureuse,
Répétons cette belle cérémonie que nous célébrerons demain devant Dieu et la communauté. Ma mère était assise au premier rang, rayonnante de fierté, ajustant constamment les fleurs de l'autel. Mon père, habituellement si sérieux, arborait un sourire rare en discutant à voix basse avec les parrains. Mes tantes chuchotaient avec excitation sur les détails finaux, et plusieurs proches étaient venus spécifiquement pour la répétition. Et au troisième rang, vêtue d'une robe noire simple qui la faisait ressembler à une figure de deuil élégante, se trouvait Esperanza. Ses yeux verts m'observaient avec une intensité que je pouvais ressentir comme une chaleur physique sur ma peau. « Carmen, » dit le père Gonzalez doucement, « es-tu prête à commencer? » Non, je n'étais pas prête. Je n'étais pas sûre de l'être un jour. Mais j'acquiesçais, car que pouvais-je faire d'autre? Excellent. Miguel, prends ta place ici, à ma droite. Carmen, va au bout de l'allée pour répéter ton entrée. Je marchais vers l'arrière de l'église, mes talons résonnant sinistrement dans le silence sacré. Quand je me tournais pour regarder l'autel, tout était exactement comme je l'avais imaginé des centaines de fois. Miguel m'attendant avec son sourire chaleureux, ma famille me regardant avec amour et fierté, les fleurs parfaitement arrangées, la lumière dorée créant une atmosphère de conte de fées. C'était exactement ce dont j'avais rêvé. Alors, pourquoi avais-je l'impression de marcher vers ma propre exécution? Très bien, Carmen, cria le père Gonzalez depuis l'autel. Quand la musique commencera, avance lentement, avec grâce. Souviens-toi, c'est l'un des moments les plus importants de ta vie. La musique de l'orgue emplit l'église, la marche nuptiale traditionnelle que j'avais entendue dans des centaines de mariages. Elle était belle, solennelle, parfaite. Je commençais à marcher, pas à pas, vers mon avenir. Mais à mi-chemin dans l'allée, quelque chose de terrible se produisit. Je manquais d'air, pas métaphoriquement. Littéralement, je ne pouvais plus respirer. Mes poumons se fermèrent, ma vision se troubla, et une sensation de panique pure s'empara de moi. Je m'arrêtai net, haletante, me tenant la poitrine. « Carmen ?» La voix de Miguel arriva depuis l'autel, teintée d'inquiétude. « Mija, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ma mère se leva, alarmée, mais je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas bouger. C'était comme si mon corps avait décidé de se rebeller contre ce que mon esprit essayait de le forcer à faire. La robe de répétition semblait une camisole de force, le voile comme un filet, et l'église entière semblait se refermer sur moi comme un piège. « Je ne peux pas, » murmurai-je, sans être sûre que quelqu'un puisse m'entendre. « Je ne peux pas faire ça. » Carmen, Miguel s'approcha, son visage plein d'une inquiétude sincère. « Te sens-tu mal? » « Oui, » parvins-je à dire, car c'était vrai. Je me sentais plus malade que je ne l'avais jamais été de ma vie. « J'ai besoin d'air frais. »« Bien sûr, » dit-il immédiatement, prenant mon bras pour me guider vers la sortie. « Allons dehors. » Mais une fois à la porte de l'église, je ne me sentis pas mieux. Au contraire, je me sentis pire, car maintenant je pouvais voir la vie réelle continuer à l'extérieur des murs sacrés. Des gens marchant dans les rues pavées de Triana, des touristes prenant des photos de la belle architecture, la vie normale s'écoulant comme si le monde n'était pas sur le point de s'effondrer. « Carmen ?» dit Miguel doucement, me guidant vers un banc de pierre dans le petit jardin de l'église. « Parle-moi. Que se passe-t-il vraiment? » Je m'assis lourdement, ôtant mon voile de mes mains tremblantes. « Miguel, je suis tellement désolée. » « Désolée pourquoi? » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me disait qu'il connaissait déjà la réponse. « Je suis désolée de ne pas pouvoir être l'épouse que tu mérites. » Les mots flottèrent entre nous comme une condamnation à mort. Miguel resta immobile un long moment, puis s'assit à côté de moi sur le banc. « Es-tu en train de dire ce que je pense que tu dis? » Les larmes commencèrent à couler, et une fois qu'elles commencèrent, je ne pus les arrêter. « Je ne peux pas t'épouser demain. » J'aurais préféré qu'il crie, qu'il me dise que j'étais égoïste, qu'il m'accuse de ruiner sa vie. Au lieu de cela, il resta silencieux pendant ce qui sembla des heures, regardant ses mains. « C'est à cause d'Esperanza ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine un murmure. « Ce n'est pas si simple, » parvins-je à dire entre les sanglots. « C'est à cause de moi, de qui je suis vraiment, de qui j'ai fait semblant de ne pas être pendant des années. Et qui es-tu vraiment? » C'était la question la plus difficile qu'on m'ait jamais posée. Je suis quelqu'un qui écrit des lettres d'amour passionnées à une personne imaginaire parce que je ne peux pas t'écrire à toi. Je suis quelqu'un qui rêve de baiser, qui me laisse sans souffle et que je n'ai jamais reçu de toi. Je suis quelqu'un qui lit des romans d'amour et pleure parce qu'il veut ressentir ce que décrivent les personnages. Miguel ferma les yeux, comme si chaque mot était un coup de poignard. « Miguel, » continuai-je, « tu es un homme merveilleux. Tu es gentil, responsable, affectueux, tout ce qu'une femme devrait vouloir. Mais je ne suis pas la femme qu'il te faut. Parce que tu ne m'aimes pas? Parce que je ne peux pas t'aimer de la manière dont tu mérites d'être aimé. » Quand il ouvrit les yeux, il y avait des larmes dedans. « Sais-tu ce qui me fait le plus mal? » dit-il d'une voix brisée. « Ce n'est pas que tu ne m'aimes pas, c'est que tu as su tout ce temps que tu ne m'aimais pas et que tu allais quand même m'épouser. » Il avait raison.
et cela fit couler les larmes plus fort. « Que va-t-on faire maintenant » demanda-t-il, et dans sa voix, il y avait une défaite qui me déchira. « Comment allons-nous expliquer cela à nos familles? À tout le village ?» Avant que je puisse répondre, la porte de l'église s'ouvrit et ma mère sortit, suivie de près par le père Gonzalez et plusieurs membres de la famille. « Carmen !» dit ma mère d'une voix tendue. « Tout le monde est inquiet. Que se passe-t-il » Je regardais Miguel, puis ma mère, puis tous les visages expectants autour de moi. C'étaient mes proches, des gens qui m'avaient aimé et soutenu toute ma vie, et j'étais sur le point de briser leur cœur et de ruiner leur vie financièrement. Commençai-je, mais ma voix se brisa. Carmen se sent dépassée, intervint Miguel avec une dignité qui m'étonna. Je pense qu'elle a besoin de se reposer avant demain. Bien sûr, dit ma mère immédiatement. C'est normal, Mija. Toutes les mariées sont nerveuses avant leur mariage. Mais le père Gonzalez m'observait avec ses yeux sages, qui avaient vu des décennies de confession et de crise spirituelle. Carmen, dit-il doucement, veux-tu parler avec moi seul? J'acquiesçai, incapable de parler. Très bien. Miguel, peux-tu ramener Carmen à la maison? Je lui parlerai demain matin, avant la cérémonie. Le trajet jusqu'à la maison fut le plus long de ma vie. Miguel conduisit dans un silence absolu pendant que je pleurais sur le siège passager. Quand nous arrivâmes chez moi, il m'aida à descendre de la voiture avec une courtoisie formelle plus douloureuse que n'importe quelle colère. « Carmen, dit-il avant de partir, si tu changes d'avis, si tu décides que tu veux vraiment essayer, je serai à l'hôtel demain à 2h. J'attendrai jusqu'à 2h15. Après ça, il ne termina pas sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Cette nuit fut la plus sombre de ma vie. Mes parents furent furieux quand je leur dis enfin que je n'étais pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout du mariage. Ma mère pleura, mon père cria, mes tantes murmurèrent, scandalisées. Le mot « honte » revenait encore et encore, avec irresponsabilité et égoïsme. « As-tu idée de l'argent que nous avons dépensé » cria mon père. « Des dettes que nous avons contractées? De la manière dont nous allons regarder nos voisins en face? Et Miguel » pleura ma mère. « Ce pauvre garçon qui t'a tant aimé, comment peux-tu lui faire ça ?» Je n'avais de réponse à aucune de leurs questions. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais pas promettre un amour éternel à un homme alors que je venais de découvrir ce que signifiait le feu véritable. Esperanza ne se montra pas de toute la nuit. Elle avait disparu après le désastre à l'église, et une partie de moi se demandait si elle était repartie à Madrid, si elle avait décidé que j'étais une cause perdue. À 3h du matin, je m'assis près de ma fenêtre avec le journal de ma tante dans les mains, relisant encore et encore ces mots sur le choix de l'amour véritable plutôt que la sécurité. Mais ma tante avait eu 40 ans pour vivre un mensonge avant de trouver le courage d'être authentique. J'avais 26 ans, et toute ma famille dépendait de moi pour prendre la décision correcte. J'écrivis une autre lettre cette nuit-là, cette fois à ma tante. « Chère tante Carmen, je comprends pourquoi tu as vécu un mensonge pendant si longtemps. Je comprends pourquoi la peur peut être plus forte que l'amour. Je ne sais pas si je suis aussi courageuse que tu l'étais à la fin de ta vie. Je ne sais pas si je peux blesser tous ceux que j'aime pour choisir un chemin incertain. Mais je veux te promettre une chose. Quoi que je décide demain, ce sera avec mon cœur, pas seulement avec ma tête. Merci de m'avoir montré qu'un amour véritable est possible, même si je ne suis pas sûre d'avoir la force de le saisir. Avec tout mon amour et ma gratitude, ta nièce, Carmen. » Au lever du soleil, alors que Séville s'éveillait sous un ciel encore chargé de nuages, je pris une douche, enfilai une robe simple en lin blanc et descendis dans la cour où ma famille était déjà réunie, discutant à voix basse des événements de la veille. L'ambiance était lourde, presque funèbre, comme si tout le monde savait que quelque chose d'irréparable était sur le point de se produire. Ma mère me vit et s'approcha immédiatement, ses yeux rougis par les larmes et l'insomnie. « Carmen, Mija, dis-moi que tu as réfléchi. Dis-moi que tu vas à l'église aujourd'hui. » Je pris ses mains, sentant leur tremblement. « Maman, je dois parler au père Gonzalez ce matin. Après ça, je te promets que je prendrai une décision. » Elle acquiesça à contre-cœur, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Mon père, quant à lui, resta silencieux, son regard fixé sur le sol, comme s'il ne pouvait pas supporter de me regarder. Je me rendis seule à l'église de Santa Ana, marchant à travers les rues pavées de Triana, où les voisins me saluaient avec des sourires prudents, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Quand j'arrivais, le père Gonzalez m'attendait dans la sacristie, son visage doux mais grave. « Carmen, » dit-il en m'invitant à m'asseoir, « hier, j'ai vu une jeune femme en proie à une tempête intérieure. Veux-tu me dire ce qui se passe dans ton cœur? » Pour la première fois de ma vie, je fus complètement honnête avec un prêtre. Je lui parlais des lettres que j'écrivais depuis des années, des désirs que j'avais réprimés, de la découverte du journal de ma tante Carmen, de la promesse qu'elle avait faite à Esperanza et de l'amour naissant mais terrifiant que je ressentais pour cette femme qui avait bouleversé mon monde. Je lui parlais de la peur de ruiner ma famille, de perdre Miguel, de devenir une pariade.
Les mots jaillissaient comme une rivière longtemps contenue, et quand j'eus fini, je me sentis à la fois vide et étrangement libérée. Le père Gonzalez m'écouta en silence, sans jugement, ses mains jointes sur la table de la sacristie. Quand je me tus enfin, il soupira profondément et me regarda avec une compassion qui me surprit. « Carmen, ma chère, ce que tu me dis est une confession d'une âme en quête de vérité. Ce que je peux te dire, en tant que prêtre et en tant qu'homme qui a vu beaucoup de vie, c'est que Dieu ne nous demande pas de vivre dans le mensonge. Il nous demande d'aimer de façon honnête et entière. »« Mais que dois-je faire ?» demandai-je, la voix brisée. « Si je choisis l'amour que je ressens pour Esperanza, je détruis ma famille. Si je choisis Miguel, je me détruis moi-même. » Il posa une main douce sur la mienne. Parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous rapprochent de notre vérité. Mais souviens-toi de ceci. L'amour véritable ne demande pas de sacrifice total de soi. Il demande du courage, oui, mais aussi de la compassion pour ceux que nous aimons. Parle à ta famille, parle à Miguel, mais surtout, écoute ton cœur. En quittant la sacristie, je me sentais toujours aussi perdue, mais les mots du prêtre m'avaient donné une étrange clarté. Je savais que je ne pouvais plus fuir la vérité, même si cela signifiait affronter des conséquences douloureuses. En rentrant à la maison, je trouvais Esperanza dans la cour, assise près de la fontaine, un livre ouvert sur ses genoux mais ses yeux perdus dans le vide. Lorsqu'elle me vit, elle se leva d'un bond, son visage empreint d'une inquiétude qu'elle ne chercha pas à cacher. « Carmen, » dit-elle doucement, « je suis désolée pour hier. Je n'aurais pas dû pousser les choses aussi loin. » Je secouai la tête, les larmes me montant à nouveau aux yeux. « Non, tu avais raison. Je ne peux pas continuer à vivre un mensonge. Mais je ne sais pas comment faire face à tout ça. » Elle s'approcha, hésitante, comme si elle craignait que je la repousse. « Tu n'es pas seule. Peu importe ce que tu décides, je serai là pour toi. » À cet instant, je compris que ce n'était pas seulement une question d'amour romantique. C'était une question de choisir qui j'étais, de choisir une vie où je pourrais être authentique, même si cela signifiait marcher sur un chemin incertain. « Esperanza, » dis-je, prenant ses mains, « viens avec moi. J'ai besoin de parler à ma famille, et je veux que tu sois là. » Elle acquiesça, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Ensemble, nous entrâmes dans la maison, où mes parents et mes tantes étaient réunis dans le salon, discutant à voix basse des préparatifs du mariage. « Maman, papa, » commençai-je, ma voix tremblante mais déterminée. « Il faut qu'on parle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère me regarda avec une appréhension évidente. Mon père croisa les bras, et mes tantes échangèrent des regards nerveux. « Je ne peux pas épouser Miguel, » dis-je enfin, les mots tombant comme des pierres dans un étang calme. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je ne l'aime pas de la manière dont il mérite d'être aimé. Ma mère porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Carmen, que dis-tu? Après tout ce que nous avons fait? » « Je sais ce que ce mariage représente pour vous, » continuai-je, luttant pour garder ma voix stable. « Je sais les sacrifices financiers, les attentes, l'amour que vous avez mis dans tout cela, mais je ne peux pas vivre une vie qui n'est pas la mienne juste pour répondre à ces attentes. » Mon père se leva, le visage rouge de colère. « Et que comptes-tu faire? Ruiner notre réputation? Nous laisser endettés? Je trouverai un moyen de rembourser chaque centime, promis-je, bien que je n'ai aucune idée de comment. Mais je ne peux pas sacrifier mon âme pour ça. » Ma mère pleurait maintenant ouvertement. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? » dit-elle, pointant un doigt tremblant vers Esperanza. « C'est elle qui t'a mis ces idées dans la tête. »« Non, maman, » répondis-je fermement. « Ce n'est pas Esperanza qui m'a changé. C'est moi qui ai enfin trouvé le courage d'être honnête avec moi-même. » Esperanza resta silencieuse, mais sa main trouva la mienne sous la table, me donnant une force que je n'étais pas sûre de posséder. « Et Miguel ?» demanda ma tante Anna, la voix pleine de reproches. « Ce pauvre garçon t'aime. Comment peux-tu lui faire ça? » « Miguel mérite quelqu'un qui l'aime pleinement, sans réserve, » dis-je, les larmes coulant à nouveau. « Et ce n'est pas moi. » Le silence qui suivit fut brisé par la sonnette de la porte. C'était le père Gonzalez, arrivé pour discuter des derniers détails de la cérémonie qui n'aurait jamais lieu. « Carmen, » dit-il en entrant, sentant immédiatement la tension dans la pièce. « Je vois que tu as pris une décision. » J'acquiesçai, incapable de parler. Il s'assit avec nous, et pendant l'heure qui suivit, il joua le rôle de médiateur, écoutant mes parents exprimer leur douleur et leur colère, mes tantes leur choc, et moi, ma vérité. Il ne me défendit pas, mais il ne me condamna pas non plus. Il parla d'amour, de compassion, et du besoin de se pardonner mutuellement. Quand il partit, ma mère s'approcha de moi, et pour la première fois depuis le début de la conversation, me serra dans ses bras. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle contre mes cheveux, « mais tu es ma fille, et je t'aime. » Mon père, toujours silencieux, quitta la pièce sans un mot. Ce fut la blessure la plus profonde, mais je savais qu'il lui faudrait du temps. Ce soir-là, je trouvai Miguel dans le jardin de l'église, assis sur le même banc où nous avions parlé la veille. Il savait déjà ce que j'allais dire, mais il méritait de l'entendre de ma bouche. « Miguel, »
commençai-je, m'asseyant à côté de lui. Je suis tellement désolée. Il ne me regarda pas, ses yeux fixés sur la rivière Guadalquivir qui coulait à quelques mètres. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis longtemps, dit-il finalement. Mais je voulais tellement croire que nous pouvions être heureux. Tu mérites d'être heureux, dis-je, ma voix se brisant. Et tu le seras, avec quelqu'un qui t'aimera de tout son cœur. Il tourna enfin la tête vers moi, et dans ses yeux, je vis une douleur brute mais aussi une étrange paix. Et toi, Carmen, que vas-tu faire? Je pris une profonde inspiration. Je vais essayer de découvrir qui je suis vraiment, et je vais commencer par être honnête avec moi-même. Il acquiesça lentement, comme s'il acceptait une vérité qu'il avait toujours connue au fond de lui. Je te souhaite bonne chance, Carmen. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Nous nous séparâmes sans colère, mais avec une tristesse profonde et partagée. Ce fut la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un autre. 3 mois plus tard, j'étais à Barcelone, dans un petit appartement surplombant la mer Méditerranée. Esperanza était à mes côtés, ses cheveux noirs bouclés brillant sous le soleil catalan, alors qu'elle m'apprenait à danser le flamenco sur le balcon. Mes pas étaient maladroits, mais chaque fois que je trébuchais, elle riait et me rattrapait dans ses bras. La transition n'avait pas été facile. Mes parents avaient mis des semaines à me reparler et mon père ne m'avait toujours pas complètement pardonné. La communauté de Triana chuchotait encore sur le scandale de la fiancée qui avait annulé son mariage à la dernière minute. J'avais pris un emploi à temps partiel comme traductrice pour rembourser les dettes de mes parents et chaque centime envoyé était un pas vers la reconstruction de notre relation. Mais à Barcelone, j'étais libre. Libre d'écrire des lettres d'amour à Esperanza, signées de mon vrai nom. Libre de danser pieds nus sous les étoiles. Libre d'embrasser la femme qui avait réveillé mon âme jusqu'à ce que nous soyons toutes deux à bout de souffle. Un soir, alors que nous étions allongés sur le canapé, écoutant le bruit des vagues au loin, Esperanza me tendit un carnet en cuir, semblable à celui de ma tante. « C'est pour toi, » dit-elle, ses yeux verts scintillants, « pour que tu écrives tes propres histoires, pas celles d'une chérie imaginaire, mais celles de la vie que tu choisis de vivre. » Je pris le carnet, les larmes aux yeux, et écrivis ma première entrée. À ma tante Carmen, merci de m'avoir appris que l'amour véritable vaut tous les sacrifices. Aujourd'hui, je commence à vivre pour moi. Et pour la première fois de ma vie, je me sentis véritablement chez moi. Note de l'auteur. Chers abonnés, merci d'avoir suivi l'histoire de Carmen jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Dites-nous de quelle ville vous lisez et donnez une note de 0 à 10 à cette histoire. Votre avis compte énormément pour nous. C'est la fin de l'histoire, traduite intégralement en français comme demandé. J'espère que cela répond à vos attentes. Si vous avez d'autres demandes ou souhaitez une analyse de l'histoire, faites-le moi savoir.